Pour la vidéo du jour, j'ai demandé à une de mes amies qui est coach, Tévi, de me rejoindre pour parler d'amour, de dépendance affective, de codépendance et de style d'attachement. Donc la vidéo qui va suivre, c'est notre conversation et elle se divise en 4 grandes parties. Donc dans la première, on va parler de dépendance affective. Comment est-ce qu'on reconnaît quand on est dépendante affective et comment aussi on sait quand on ne l'est pas. Ça ne touche pas autant de personnes que ça dans la population. On va parler ensuite de codépendance. La codépendance, c'est encore quelque chose de très précis, très particulier qu'on va définir comme ça. Tu vas pouvoir savoir également si tu es concerné ou pas. Et on va terminer la vidéo sur les styles d'attachement. Alors là, tout le monde est concerné par les styles d'attachement. Les styles d'attachement, il y en a 3 et l'objectif en gros c'est d'arriver à un style d'attachement sécure pour avoir des relations harmonieuses, apaisées, dans lesquelles on peut être soi-même, gérer les conflits et se sentir aimé surtout pour qui on est. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu peux également faire le quiz des relations sacrées pour découvrir ton archétype de relation sacrée, découvrir tes super pouvoirs, tes ombres et également si tu es plutôt yin ou plutôt yang dans ton énergie de base, dans ta polarité. Je te laisse avec la vidéo. Alors, bonjour, je m'appelle Tévi Cohn, je suis coach en développement personnel et je suis spécialisée dans les relations avec les parents toxiques et dans toutes les relations toxiques de manière générale, donc avec les parents, avec les grands-parents, avec les frères et sœurs, qu'on oublie très souvent, mais aussi avec les amis et les conjoints et conjointes, qu'on oublie aussi beaucoup. Et généralement, quand on a des parents toxiques, on choisit le reste aussi de nos relations qui sont toxiques. Voilà. Et je fais beaucoup de contenu sur TikTok. Oui, et si vous nous Oui. regardez et que vous n'êtes pas sur TikTok, allez sur Instagram parce qu'on a la chance de les voir aussi sur Instagram. Alors, du coup, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on discute ensemble de dépendance affective et de codépendance. Et moi, ça m'arrive de parler avec des personnes en fait qui se demandent, genre, est-ce que je suis là-dedans? Comment est-ce que je me reconnais là-dedans? Qu'est-ce que je dois faire? Ça fait partie des questions qu'elles se posent. En général, du coup, moi, mon audience, c'est des personnes qui sont sur un parcours qu'on va appeler flamme jumelle dans la partie spirituelle du terme. Et dans ce parcours-là, il y a toujours une personne qui peut reconnaître une dépendance. Nous, on appelle ça une dépendance au lien, donc à la connexion à l'autre, qui peut du coup ressembler à de la dépendance affective. Mais la dépendance affective, si je ne me trompe pas, ça reste quelque chose de, comment dire, défini en psychologie. C'est pas juste un truc comme ça que j'ai envie d'être avec l'autre, donc je suis en dépendance affective. Non, non, non. Mais sinon, tous les gens qui sont amoureux sont dépendants affectifs, ça c'est clair et net. Voilà, on a envie C'est d'être ça. avec l'autre, donc on est dépendant. Euh, Moi, la dépendance affective, je dirais que c'est plus je, je délègue la responsabilité de mon bonheur à l'autre. Donc, je ne peux pas être heureuse si il n'y a pas quelqu'un d'autre pour me rendre heureuse, en fait. J'ai pas cette responsabilité-là. Je la délègue à quelqu'un d'autre. Et du coup, on peut être dépendant affectif d'un conjoint ou d'une conjointe, mais aussi de ses enfants. Il y a plein de parents qui sont dépendants affectifs de leurs enfants, parce que vu qu'ils construisent leur identité sur le fait d'être parents, du coup, si leurs enfants sont plus là, ils sont complètement perdus. Il y a une fusion qui se met en place et tout, et du coup, ils sont complètement dépendants, quoi. Donc, si leurs enfants sont heureux, ils sont heureux. Sauf qu'au bout d'un moment, les enfants, c'est des adultes et des gens voilà, Enfant. des individus, oui, je te jure, c'est des individus à part entière, et du coup, ils s'en vont, ils s'en vont, et quand ils s'en vont, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, comment on se dit qu'on est dépendant affectif? Parce que ça va être quoi le dialogue interne avant qu'on s'en rende compte? Ça va être, parce que si j'ai bien compris, c'est on attend de l'autre qui nous rende heureux ou heureuse, donc on va attendre qu'il agisse d'une certaine manière. Mhm. Qu'est-ce qu'on va se dire, en fait, tu sais, au niveau un peu du dialogue interne ou des attentes qu'on va avoir vis-à-vis de l'autre? Je pense qu'on s'en rend compte à partir du moment où on souffre tellement d'être seul qu'on peut faire absolument n'importe quoi pour être avec quelqu'un. Et n'importe quoi, c'est souvent les pires trucs qui t'occasionnent la pire culpabilité, la pire honte et le pire sentiment d'humiliation, quoi. Je vais absolument rappeler mon ex parce que j'ai pas du tout envie d'être toute seule aujourd'hui. En plus, c'est bientôt la Saint-Valentin. Il y a ça aussi. Donc, il y a toute la pression de la société qui te dit tu es célibataire, tu es seule. Et comme tu es seule, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas apprécier ta propre solitude. Donc, il faut que tu ailles chercher quelqu'un d'autre. Donc, à partir du moment où déjà on n'apprécie pas du tout sa propre solitude, déjà
borderline, même s'il Ouais. y a des gens qui sont extravertis et qui rechargent leur batterie avec d'autres personnes, ça c'est parfaitement OK. À partir du moment où la solitude te fait réellement souffrir, pas juste draine un peu ton énergie, mais que ça te fait réellement souffrir, là, ça commence à être compliqué. Et qu'en plus, pour ne pas être seul, si tu fais les pires trucs, voilà, pour ne pas être seul, comme appeler ton ex qui te tapait sur la gueule ou appeler tes amis qui ne font que t'humilier tout le temps, là, ça commence à être un peu chaud, quoi. Du coup, ouais, tu vas mettre en place des stratégies qui vont pas être écologiques pour toi. Exactement, ouais, Et exactement. Bah, du tu te coup, respectes pas, quoi. ouais, c'est ça. Par contre, c'est quand même différent de quelqu'un qui va te dire bah, moi, j'aime pas du tout être seule, mais je suis capable de le faire si j'ai besoin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est pas juste j'aime pas, quoi. C'est ça me fait carrément souffrir Ouais. et je ferai tout pour pas souffrir comme ça. Et aussi, euh, on m'avait déjà aussi posé la question, est-ce que je suis amoureux ou est-ce que je suis dépendant affectif? Oui. Sauf que l'amour, c'est pas ça, quoi. Bien sûr, c'est dans l'introduction du livre Attached de Amir Levine, qui est super, dans lequel il dit que quand on rencontre quelqu'un qu'on aime, les battements de nos cœurs se synchronisent. Donc Mm, l'être humain, il est fait pour ça, quoi. Il est mm, fait pour vivre avec d'autres êtres humains. Donc bien sûr que il y a des gens qui apprécient la solitude, il y a des gens qui ne l'apprécient pas, mais de base, on est fait pour vivre avec les autres. On est fait pour ne pas être seul. ouais. Donc, il n'y a rien de mal à ne pas vraiment apprécier la solitude. Là où ça devient compliqué, c'est quand ça devient envahissant, c'est-à-dire que je fais tout au long de ma journée pour ne jamais être seul Mm. et où ça devient handicapant, ça m'évite de faire des choses seule. Il y a des gens, par exemple, qui prennent leur douche, la porte ouverte, parce qu'ils ne peuvent pas être seuls dans la salle de bain, parce que être seul, ça leur fait trop peur et ça les fait trop souffrir, quoi. Ouais. Oui, donc là, on voit vraiment je pense qu'il y a un spectre, mais la dépendance affective, c'est vraiment quand on est du côté souffrance de la Ouais, solitude. Mais c'est super clairement, ouais. intéressant cette question. En effet, c'est entre l'amour et la dépendance affective. Je peux imaginer aussi que dans mon audience, il y a des personnes qui peuvent se poser cette question-là. Moi, j'aurais tendance à dire que l'amour, c'est vraiment on regarde l'autre, alors que la dépendance affective, il y a vraiment un côté c'est pour combler sa souffrance et en gros, il y aurait n'importe qui en face, ça fonctionne Carrément, ouais. aussi. Alors que l'amour, ça fonctionne pas avec n'importe qui en face. Heureusement. Heureusement, ouais, ça fonctionne pas avec n'importe qui en face, clairement. Et oui, effectivement, ouais, je pourrais, enfin, par exemple, j'ai eu des cas de clients qui restaient en couple avec leur conjoint ou leur conjointe, alors qu'ils savaient que c'était pas quelqu'un pour eux, en fait, mais qui restaient quand même parce qu'ils ne pouvaient pas supporter rien que l'idée de devoir gérer la rupture et de devoir se gérer eux-mêmes avec leur propre solitude. Et il y a vraiment une notion aussi de si je suis seule, je suis face à moi-même et ça, je pourrais jamais le supporter. Il y a Ouais, ça aussi dans la dépendance affective, je trouve. ouais. Moi, j'ai des personnes, des fois, qui me disent peut-être que je suis dépendante affective, je vois que je gère pas super bien la solitude, euh, donc je vais vivre seule et je vais décider d'être seule et d'avoir personne dans ma vie. Mhm. Est-ce que c'est la meilleure manière de guérir sa peur de la solitude ou sa présumée dépendance affective? Ah, en fait, tu vois, c'est un peu la même technique de se dire, j'ai hyper peur d'avoir un accident de voiture, du coup, je vais plus jamais conduire. Ouais. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure stratégie, tu vois. Alors, objectivement, ça marche. Ça Oui, marche très bien, vu que si tu conduis pas, effectivement, t'as pas d'accident de voiture. Mais par contre, si tu conduis pas, tu vas nulle part, tu te prives de plein de trucs et mais ça voilà, va tu peux pas rien régler faire, le quoi. problème après. Bah non, non, On est évidemment, d'accord. ça règle pas du tout le souci, mais ça l'évite. C'est un bon raccourci. Oui, d'accord. Donc on est dans l'évitement. Quand on est là-dedans, on n'est pas dans je règle vraiment le problème à la racine. Non, pas vraiment. À part si tu te dis, OK, je vais rester seule, je vais travailler sur moi-même, je vais faire Ouais. du développement personnel, je vais faire tout mon shadow work, je vais réfléchir sur moi, je vais faire du journaling, je vais commencer un accompagnement.
avec Ouais. Caroline ou avec Tevie, tu vois. Je vais essayer de faire un truc pour changer et pour que ça devienne plus supportable et pour que je m'apprécie un peu plus et que j'ai plus d'estime de moi. Ça, c'est parfaitement OK. Mais Ouais. si tu te dis, OK, ce raccourci-là, c'est la solution, Mm. c'est une béquille, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour moi, on peut très bien faire tout le travail dont tu viens de parler en étant en relation et en gérant potentiellement la peur d'être face à soi, d'aller faire le shadow work, comme tu dis, parce que souvent, quand on a peur d'être dans la solitude avec nous-mêmes, c'est parce qu'on a peur un peu de qui on va découvrir et de ce qu'on va découvrir à l'intérieur de nous. Et ça, on peut très bien le faire en étant en relation. Il n'y a aucune nécessité d'être célibataire ou d'être seul pour faire ce travail. Mais heureusement, Je le heureusement, ouais. précise, il y a des personnes des fois, qui m'ont dit, mais si je suis seule, ça marchera mieux. Bon, ouais, ça dépend avec qui tu es en couple, tu vois. Oui, c'est ça. Si c'est quelqu'un qui est vraiment très sécure avec ses types d'attachement, qui se sent bien avec lui-même, qui comprend que cette relation ne le définit pas, ne la définit pas, en fait, si c'est une personne qui comprend tout ça, et c'est parfaitement OK. Mais si c'est une personne random qu'on a pris pour pas être seule, oui, effectivement, Ouais. c'est la peste ou le choléra, quoi. Soit je suis toute seule et je vais vraiment souffrir, soit je reste avec cette personne et je vais souffrir quand même. Hmm, je ne sais pas. Dans tous les cas, le travail est possible, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Et la codépendance, comment est-ce que tu la définis? C'est un truc que, par exemple, moi, j'ai retrouvé, euh, chez mes clients, j'avais retrouvé ça, par exemple, j'ai une cliente en particulier que j'ai en tête qui a toujours d'ailleurs un père toxique. Non, mais ça arrivait à plusieurs de mes clients d'ailleurs, mais bon, je sais pas pourquoi je pense à elle particulièrement. Qui a un père qui est d'ailleurs qui a une personnalité narcissique, hein, franchement, Ouais. parce que voilà, il se remet jamais en question, il est violent, il est agressif, bref, voilà. Cerise sur le gâteau, il est malade. Mm. Et cerise sur le gâteau, elle est infirmière évidemment, sinon c'est pas rigolo. Ah ouais. Et ouais, évidemment. Du coup, bah, lui, il l'a élevée, elle, dans euh, l'idée que bah, elle devait le sauver lui depuis qu'elle était toute petite et que c'était à elle de prendre la responsabilité de toutes ses émotions. Mm. Et du coup, elle a développé un syndrome du sauveur très très fort qui l'a amené jusqu'à devenir infirmière. On va pas se mentir, c'est Oui, comme ça que ça oui, a fonctionné, c'est hein. clair. Ouais. Bien sûr, cette profession a bien matché avec qui elle était, mais son parcours de vie aussi l'a poussée vers devenir infirmière, tout à fait. Et lui, lui, ça l'a vachement, comment dire, elle, le fait qu'elle ait un syndrome du sauveur, bah, ça lui bénéficie que son père soit malade, en Ouais, fait. c'est ça. Du coup, elle retire un truc de cette dépendance. Et Mm. lui, il en retire aussi un truc du fait qu'elle soit infirmière et que lui soit malade, parce que comme ça, elle peut le soigner. Et la codépendance, je la vois comme ça, c'est-à-dire que on entretient, c'est terrible quand je le dis avec des mots, c'est tellement détaché, mais enfin, c'est vraiment pas cool comme situation. Mais vraiment, on entretient une relation de dépendance l'un l'autre qu'on sait qui est parfaitement toxique et dans lequel on n'en retirera rien de positif et rien de moteur, mais on ne sait pas faire autrement Mm. et on veut tellement pas souffrir, alors qu'en vrai, c'est pas vraiment qu'on veut pas souffrir, mais on veut pas sortir de sa zone de confort. Mais on veut tellement pas souffrir que on l'alimente quand même, quoi. Et Ouais. c'est vraiment pas facile de sortir de ce genre de relation, quoi. Parce que ça peut être parent-enfant, mais encore une fois, ça peut être conjoint, ça peut être avec des amis. C'est pas Et ouf, quoi. la codépendance, du coup, en tout cas, moi, comme je l'ai compris, c'est qu'elle est vraiment liée à je m'occupe de quelqu'un et l'autre, je suis occupée. Enfin, non, pas je suis occupée. Je- on On s'occupe de s'occupe de moi, moi. c'est mieux. Ouais. Et il y a vraiment ce phénomène, comme tu dis, bah là, dans l'exemple que tu donnes, malade infirmière, en fait. Mais Mhm. il y a vraiment ce phénomène-là. Du coup, ça se voit plus souvent, mais je pense pas que dans des relations où il y a quelqu'un qui a une maladie, un handicap, quelque chose comme ça. Ouais.
ou trouble psy, ou juste parcours de vie, ou parcours de vie difficile, disons. Par exemple, nous deux, on est coach, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont nous regarder et qui sont dans ce genre de filière-là, professionnelle, dans l'accompagnement, dans le thérapeutique, dans le care. Et quand on choisit le domaine du care, généralement, on était dans le domaine du care avant même de travailler. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien avoir été l'amie psy à qui tout le monde déversait tous ses traumatismes comme si c'était providentiel, tu vois. Oh là là, elle va pouvoir m'écouter, elle va m'écouter. En plus, elle va bien me conseiller. Mais par contre, personne ne m'écoutait moi. Et ça aussi, c'est un truc de codépendance parce que moi, je me sentais utile à l'époque. Et puis, eux, ils retiraient un truc trop cool parce que j'étais leur psy gratuite quand même. Donc, c'était quand même assez cool. Et c'est là que tu retournes la tendance, c'est que quand tu commences à faire un travail sur toi et tu te rends compte de ce genre de choses, tu dis, je vais laisser une chance à ces gens-là et je vais commencer à parler de moi et je vais commencer à prendre un peu plus de place. Et ça fait un filtre entre les gens qui se disent, ah, enfin, tu parles de toi, c'est trop bien. Je suis très contente de t'avoir en ami. Et puis, l'immense majorité des autres qui vont dire, ben non, on est là pour moi, en fait, dans cette relation. On n'est pas là pour toi. Ouais. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis qu'en effet, la majorité des personnes qui sont dans l'accompagnement, ben, elles avaient ça en elles. Donc, il y a pu y avoir, ou du coup, à faire attention aussi, encore dans l'entourage actuel, de faire attention à ces relations où, ben, quand on a cette facilité, en effet, à écouter, si on n'a pas, du coup, fait son shadow work, de se rendre compte de la reconnaissance qu'on y trouve ou de la gratification qu'on y trouve quand on est dans cette posture-là, c'est hyper simple de développer de la codépendance. Carrément, ouais. Bah, c'est hyper flatteur. Les gens viennent te demander de l'aide. C'est flatteur. Pourquoi refuser ça? Exactement, ouais. Tu kiffes. Et en plus, tes parents t'ont appris à faire ça. Donc, pourquoi tu le ferais pas? C'est évidemment. On trouve facilement des personnes dont on va pouvoir s'occuper, en fait, tant qu'on n'a pas conscience de tout ça. Bien sûr, ouais. Mais après, le seul moyen d'en sortir, encore une fois, c'est de prendre sa part de responsabilité. Moi, dans cette situation-là, je suis responsable de parler de moi et d'exister pour ne pas que ça aille que dans un sens. Et à chaque fois que je dis des trucs comme ça, j'ai l'impression de faire du victim blaming, en fait. C'est ta faute parce que tu n'as pas parlé de toi. Non, pas du tout. C'est si j'ai envie que la situation, elle change et que ce schéma-là, il ne se reproduise pas, il faut que je change ça. Et c'est pas, c'est ma faute si jamais j'ai des relations que dans un sens. Je veux dire, si je rencontre quelqu'un qui n'arrive pas à parler de lui et qui ne veut que je parle de moi, je ne vais pas profiter de la situation parce que je suis pas quelqu'un de maltraitant en fait. Donc, chacun a sa part de responsabilité d'utiliser des gens pour de la codépendance ou pas en fait. Donc, c'est vraiment, voilà, ce que je décide de faire, si jamais je veux pas que ces relations à un seul sens de codépendance, si c'est de la codépendance, ça va pas que dans un sens, mais bref, t'as compris. Dans lesquelles je profite pas vraiment de la situation et qui sont pas vraiment cool. Si j'ai envie que ça s'arrête, il faut que je prenne encore une fois cette responsabilité de dire, ok, j'ai le droit d'exister. J'ai le droit de me montrer vulnérable, j'ai le droit de me confier, j'ai le droit de demander de l'aide, j'ai le droit de demander aux gens qui remplissent à certains besoins. Yes. Pour aller sur une note plus positive, mais je ne suis pas sûre. J'ai peur. En fait, je voulais amener alors je vais le mettre entre guillemets, ce problème ou problématique que moi j'observe et je voulais avoir ton avis en fait sur le développement personnel et on se dit que faire un travail sur soi, ça veut dire s'amener à soi tout ce qu'on a besoin et je comprends et je suis d'accord avec cette notion-là. Mais moi, je vois aussi que toute la partie où les gens se coupent en fait des relations, se coupent de l'entourage, se coupent des autres en fait, en partant du principe que si j'ai besoin d'amour, je dois me le donner, si j'ai besoin de sécurité, je dois me le donner, si j'ai besoin de
X trucs pour guérir ma blessure d'abandon, de rejet ou autre, bah, je dois me le donner à moi et je dois tout faire toute seule. Et du coup, moi, j'ai envie de ramener un peu de non, mais nous sommes des êtres humains, on est là pour être en relation. On en parlait juste avant avec les styles d'attachement. N'oublions pas cette partie-là, en fait, de l'humanité. Comment est-ce que tu vois ça, toi, de ton côté? Comment est-ce que je le vois? C'est vrai que c'est comme, c'est comme se balader sur une espèce de limite, quoi, en fait, où oui, la vie, elle est vachement plus agréable si on arrive à subvenir à nos propres besoins et à s'aimer soi-même, mais aussi quand on ne, quand on a besoin que les autres, quand on veut que les autres subviennent à nos besoins, il faut qu'on soit aussi capable de le demander. Et la vie est plus belle aussi quand on le fait, en fait. Et ça, il faut aussi l'apprendre. Et ça fait partie de cette notion de vulnérabilité, en fait. Je me montre vulnérable auprès des autres. C'est-à-dire que je leur fais assez confiance pour être vulnérable. Et soit ils trahissent cette confiance et du coup, je les laisse de côté. Mais s'ils ne les trahissent pas, c'est là que je construis des relations qui sont vraiment épanouissantes, où je me montre exactement comme je suis, puisque j'ai été vulnérable. Et les autres ne profitent pas de cette vulnérabilité et ils sont reconnaissants du fait que je me sois montrée vulnérable à ce moment-là, quoi. Donc, ça peut être... voilà, oui, évidemment que c'est mieux quand on a une meilleure estime de soi et une meilleure confiance en soi, mais c'est grâce à cette estime et à cette confiance qu'on crée des relations qui sont vachement plus épanouissantes, quoi. Ouais. Et du coup, ça demande quand même quelques compétences supplémentaires, c'est-à-dire que, comme tu disais, aller être vulnérable face à l'autre. Quand je dis compétence, c'est peut-être capacité intérieure aussi, qui a besoin de mettre en pratique. Ça ne va pas s'acquérir tout seul parce qu'on a fait le travail sur soi de notre côté, en fait. Et non, et c'est aussi, tu parlais des pièges du dev perso. Le piège principal du dev perso, c'est l'overthinking, quoi. Genre, j'ai bien compris mon problème et je l'ai remué assez longtemps grâce au développement personnel pour ne jamais avoir à le résoudre. Donc ça, c'est trop bien. J'ai fait du journaling dessus tous les matins. C'est trop cool. J'y ai bien réfléchi. Alors, j'ai pas agi une seule seconde pour régler le problème. Non, ça non. Si j'ai agi, j'ai fait du journaling. C'était trop bien. Sauf que bah, c'est pas assez, quoi. C'est comme si, tu vois, mais je le dis tout le temps à mes clients, si jamais ils me regardent, je suis vraiment désolée parce que je me répète, je suis vraiment, voilà, c'est la vieillesse. Mais je veux dire, le travail sur les émotions, c'est comme le travail physique, en fait. C'est comme l'exercice physique. J'ai beau t'expliquer pendant une heure. C'est vrai. Si je t'explique pendant une heure comment on fait un salto, tu vois, au bout d'une heure, si tu essaies de faire le salto, tu vas te casser la gueule. Bah, c'est pareil pour le travail des émotions. Oui, je vais bien y réfléchir pendant une heure, mais au bout d'une heure, si j'essaye, je vais me casser la gueule. Et c'est la répétition et la régularité et la persévérance, c'est essayer encore et encore et encore qui va faire qu'à la fin, je vais y arriver de plus en plus, quoi. Mais oui, effectivement, si j'essaye une fois et que je me dis, ah, bah, j'ai fait un abdo, du coup, j'ai plus d'abdos, du coup, ça marche pas, ben, ça va pas le faire, quoi. Tu vois. Et de mon côté, comme en plus je suis sur la relation, ce que je vois aussi, c'est les personnes qui ont tout bien compris. Donc, comme tu dis, il y a le overthinking du développement personnel. J'ai tout bien compris comment je devrais tout faire bien. Et du coup, je regarde l'autre qui fait pas bien. Et mon problème, c'est parce que l'autre ne fait pas bien. Carrément, ouais. Carrément. Ah, les pauvres, on rigole en plus, oh là là, quelle horreur. On rigole parce que c'est très drôle l'absurde au-delà de la situation, quoi. Mais le truc, c'est que moi, j'y suis passée, je pense, comme n'importe quelle personne qui a fait du dev perso à un moment donné. Moi, j'ai tout compris. Putain, les autres, c'est trop d'étanche. Qu'est-ce qu'ils attendent pour se développer aussi, tu vois. Donc, voilà, j'en rigole parce que j'y suis passée, mais en fin de compte, c'est souffrant quand tu t'es pas rendu compte que tu étais là-dedans. C'est souffrant parce qu'en fait, le monde entier ne fait pas ce qu'il devrait faire. Ouais. Et il faut passer par une phase d'acceptation de soi. Genre, j'accepte qui je suis.
dans les pires moments, ça a été une grosse étape quand j'ai commencé le développement personnel, quand j'étais en thérapie, et que je disais, ah ouais, mon mec, il a fait ça. À l'époque, c'était mon ex. Mon ex a fait ça. Et, euh, et j'ai envie de lui dire qu'il a fait ça et que ça m'a fait chier. Mais ça me rendrait, je deviendrais cette fille qui est chiante, en fait, si Ouais. elle dit ça. Et ma psy m'a répondu à ce moment-là, ouais, moi aussi, je déteste cette fille, surtout quand cette fille, c'est moi. Et ce qui veut bien dire, voilà, n'importe qui peut être cette fille, Ouais. n'importe qui peut être ce mec-là, n'importe qui peut être jaloux pour un truc, peut se mettre en colère pour des chaussettes sales ou de la vaisselle qui est pas rangée. Enfin voilà, oui, ça rend de nous des gens hyper chiants. Ah ouais, tu profites pas de la vie, c'est de la vaisselle, c'est pas grave, tu vois. Oui, ça fait de nous des gens chiants. Et alors quoi? J'accepte à 100% la partie de moi qui est chiante et qui a envie que tout soit bien rangé et qui est jalouse d'un truc ou machin. J'accepte ça. Mm. Et le fait d'accepter ça de moi, ça fait en sorte aussi que j'accepte des autres ce genre de trucs, quoi. Un petit mot sur les styles d'attachement, puisqu'on en a parlé tout à l'heure et je pense qu'il y a des personnes C'est qui vont vrai, se oui. poser la question de Alors, en les part. styles d'attachement. Les styles d'attachement. Il y a plusieurs styles d'attachement. J'oublie à chaque fois combien, mais je sais lesquels c'est, donc ça va. Ouais. Donc, il y a le style d'attachement sécure, où je suis complètement OK avec l'intimité, avec les gens, avec le fait d'avoir des relations avec les autres et qu'elles durent dans le temps. Ouais. Ça ne me pose aucun problème. Malgré les Et conflits et tout ça. voilà, malgré les conflits, et tout va bien. Et puis, il y a le style d'attachement anxieux, qui fait que j'ai besoin tout le temps qu'on me prouve que les gens sont attachés à moi comme je suis attachée à eux. Et Mm. du coup, j'ai besoin de preuves. Et quel que soit le nombre de preuves que je reçois, toutes ces preuves ne me rassurent jamais. Ça ne me rassure absolument pas. Et du coup, j'en demande encore et encore et encore et encore. Et je suis toujours dans la frustration de ne jamais recevoir ce Mm. que les gens peuvent me donner, en fait. Donc Ouais. ça, c'est l'attachement anxieux. Puis il y a l'attachement évitant. Donc ça, c'est les gens qui idéalisent une relation avec quelqu'un et quand ils l'obtiennent, se rendent compte qu'évidemment, c'est pas du tout idéal, évidemment, puisque rien n'est jamais idéal. Et quand ils s'en rendent compte, ils s'en vont. Sauf que le fait d'idéaliser est évidemment une stratégie pour ne jamais être dans l'intimité avec quelqu'un et toujours être mal à l'aise dans cette forme d'intimité-là. Et puis, combo bonus, évidemment, on peut être anxieux et évitant Évidemment. à la fois parce que c'est jamais, tu vois, c'est- si c'était pas assez marrant comme ça d'être anxieux ou évitant, il y a les deux à la fois, donc c'est trop cool. Et combo hyper bonus, les gens qui sont anxieux adorent se mettre en couple avec les gens évitants parce Oui, qu'évidemment, c'est jamais, voilà, ils kiffent mais trop, quoi. moi, Ils c'est comme kiffent ça trop, que c'est trop cool. j'explique. Non, mais c'est comme ça que j'explique les parcours flammes jumelles. Il y a une explication spirituelle et tout ça, mais en fait, au niveau purement humain, c'est un anxieux qui est en couple avec un évitant, ou en tout cas qui a eu à un moment donné un couple avec un évitant, qui s'est barré évidemment, Mhm. et du coup l'anxieux, désolée d'avoir rigolé avec ça, mais c'est l'image Désolée. vraiment de l'anxieux évitant. Ouais. Après, en fonction du spectre sur lequel l'anxieux et l'évitant sont, ça peut créer le couple, Mhm. parce qu'il y a des évitants qui vont être évitants des conflits, mais qui vont être capables de garder de la relation. Je pense que ça dépend de là où ils en sont dans leur style d'attachement et de leur, on va dire, de leur avancée vers le style sécure. Mhm. Et, donc, Carrément, ouais. et du coup, ça crée comme tu dis, c'est les relations. Je sais pas si on peut mettre le mot compliqué derrière, mais ça amène quand même parce que du coup, ils se comprennent pas. Chacun va imaginer que l'autre fonctionne comme lui, mais pas du tout. Mhm. Et au niveau communication, C'est c'est la galère. mort. Ouais. C'est la mort, c'est la mort. Donc ouais, c'est vraiment deux profils qui adorent se mettre en couple parce que c'est comme du crack, quoi. Genre, t'es anxieux, tout ce que tu demandes, c'est de l'amour. L'évitant, il te donne quelques miettes et il se casse, quoi. Et puis les quelques miettes, tu les chéris, ouais, comme de la drogue, quoi. Comme de la drogue. Puis moins on t'en donne et plus t'es accro, évidemment. Et c'est comme ça que ça s'escalade jusqu'à les ruptures,
revenir ensemble un nombre incalculable de fois. Et tant que personne n'a n'a traité ses blessures, ça reste comme ça, quoi. Et c'est la merde. C'est quoi les grandes... Mais on va revenir à la même chose, hein, mais les étapes pour... si on se rend compte qu'on est dans un attachement anxieux ou un attachement évitant, qu'est-ce qu'on fait pour aller vers un attachement sécure? Alors oui, c'est important, c'est super important de le préciser. Quand on a un style d'attachement, on peut en changer. Oui, Évidemment. on n'est pas... voilà. On reste pas dedans toute sa life, quoi. Ouais, carrément. Non, vous pouvez décider consciemment d'aller vers un style d'attachement sécure. Oui, complètement, oui. Et aussi, c'est un truc qui peut se faire hyper naturellement. Disons que je suis anxieuse et je décide de me mettre avec quelqu'un qui est sécure. Bah, le mec avec qui je me mets en couple peut me rendre sécure, du coup. Ouais. Ça, c'est tout à fait possible. Mais par contre, s'il n'est pas si sécure que ça et qu'il n'est pas si ancré et que je suis vraiment extrêmement anxieuse, je peux le rendre anxieux. Ça, ou évitant, selon... Si la base si la base on se demande comment elle est, mais voilà. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. On peut changer de style d'attachement au cours de la vie et notre couple peut nous faire changer de style d'attachement sans aucun problème. Pour changer, je sais que ma réponse est toujours la même à chaque fois, mais c'est toujours mieux d'être accompagné, quoi, pour ce genre de truc. Parce que oui, être seul, oui, alors c'est bien. Puis selon les blessures, évidemment, si tu as grandi dans un foyer où à chaque fois que tu te rendais vulnérable et que tu demandais de l'aide, on t'en demandait en retour, ou alors on te le faisait payer plus tard, tu deviens hyper indépendant et du coup tu demandes jamais d'aide. Bon, voilà, c'est une notion de vulnérabilité qu'il faut acquérir dans la vie, de savoir demander de l'aide. Mais en même temps, dans ce genre de truc, mais quoi de mieux que d'être accompagné pour changer de style d'attachement, quoi, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas soi-même. Ça va beaucoup plus vite avec quelqu'un qui est formé, parce que nous, les livres, on les a lus, quoi. Mais on va pas dire à nos clients, écoute, moi, j'ai lu tous ces livres, vas-y, mets le temps que moi, j'ai pris pour les lire, quoi, tu vois. Non, on résume, on donne tout, quoi. Et puis, quand on est formé dans cette... dans cette, comment dire, cette manière d'accompagner, donc sur les styles d'attachement, sur la relation, des choses comme ça, déjà, rien que la relation de... Alors, pour moi, c'est des coachés. Toi aussi, tu dis coaché Ouais. Rien que la relation coach-coaché, c'est une relation où nous, on apporte une sécurité, en fait, émotionnelle. Et comme tu le disais avant, déjà ça vient appuyer, entre guillemets, sur les bons boutons. Alors, ça ne fera pas tout. Il ne suffit pas de faire des séances avec nous et sans rien, comme tu disais, sans rien mettre en pratique derrière. Mais on crée déjà un espace dans sa vie où on est dans une relation sécure avec un thérapeute ou un coach. Carrément, oui, à chaque difficulté, on ne s'en va pas. On reste et tout, et on essaye de discuter pour régler le problème. Donc, c'est pour ça qu'on est formé. Du coup, oui, c'est clair que ça crée un environnement qui est parfaitement sécure et surtout, on apprend aux gens qu'au-delà du coaching, ils ont le droit de demander aux autres personnes autour d'eux de leur prodiguer un environnement sécure aussi pour leurs émotions. Et que on tend plus vers un truc de base normal, en fait, que d'un truc absolument exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, que oui, non, mais en fait, avoir une relation sécure, c'est un truc exceptionnel dans la vie. Et dans le livre dont je parlais, Attach, il dit bien que normalement, les gens qui sont sécures, c'est 80% de la population, en fait. Oui. Genre, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ils sont plus nombreux que les autres, en fait, normalement. Oui, donc c'est pas censé être un truc de fou, d'avoir pour ambition d'avoir des relations avec un style d'attachement sécure pour tout le monde, en fait. Exactement, ouais. Exactement. Ça devrait être une base et pas la cerise sur le gâteau, quoi. C'est la base. Yes. Donc, faites-vous accompagner. De toute façon, on va le redire. Hein, sinon, lisez tous les livres et ça marche aussi. Vous allez avancer. Mais, lisez tous les livres, mettez en pratique. Et puis, comme tu le disais, y a ce travail de toute façon d'accepter qui on est pleinement avec les parties qu'on va pouvoir
parfois jugée, trouvée moins belle et tout ce travail de l'ombre en fait. Carrément. Je pense qui est important aussi. Hein. Yes, merci beaucoup. Avec plaisir.